Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Cette semaine, nous nous intéressons au secteur hôtelier avec notre premier dossier du jour qui sera consacré aux retombées du boom hôtelier au Tchad. Au programme également de cette émission, le président de la Ligue djiboutienne des droits humains a été arrêté ce dimanche et l'Union africaine et l'ONU ont réitéré leur soutien au gouvernement d'union en Libye. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Bamaré Jean-Maurice, vous êtes ingénieur, bienvenue. Plateau. Makaïla Ngebla, vous êtes journaliste blogueur, bienvenue. Bonsoir. Et avec nous également notre éditeur Gemal Teleb, bienvenue Gemal. Bonsoir Fanny et bonsoir à ceux qui nous regardent. Tout de suite l'actualité du jour. À Djibouti, le président de la Ligue des droits humains a été arrêté. Omar Ali Ewadou a été interpellé par les services de sécurité devant son domicile dimanche 19 mars en début de soirée. Ses proches ignorent toujours aujourd'hui son lieu de détention ainsi que la raison de son arrestation. Et nous allons en parler. Makaïla Ngebla, que vous inspire cette arrestation? Bien, écoutez, je connais très bien M. Ali Ewadou Omar, qui est le président de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme. Donc je suis pas surpris au regard de sa prise de position sur les atteintes aux droits de l'homme à Djibouti. Je ne suis pas surpris que le régime djiboutien, qu'il devienne la cible de ce régime djiboutien. Et son arrestation hier à 15h nous a interpellés tous, d'où un communiqué de presse a été émis pour dénoncer effectivement son arrestation. Et nous pensons que ce n'est pas du tout normal. Quand vous dites ces prises de position, vous faites référence Parce que vous savez, par le passé, M. Ewadou a déjà dénoncé les atteintes aux droits de l'homme à Djibouti, notamment les arrestations arbitraires qui s'abattent à l'encontre des leaders politiques, à l'encontre des gens de la société civile. Et donc une prise de position contre le régime djiboutien ne peut lui valoir qu'une arrestation arbitraire qui est dénoncée effectivement par la Ligue djiboutienne des droits de l'homme. Gemal, que pensez-vous de ce procédé, cette arrestation? La famille ne connaît pas le lieu de détention, ne connaît pas non plus le motif de l'arrestation. C'est très difficile de réagir après mon voisin qui, lui, me prendra tout de suite. C'est lui qui ne soutient pas les pauvres victimes contre lesquelles s'abat les foudres de ce qu'il appellera sans doute les dictatures africaines. Je connais moi aussi ce monsieur, je respecte son combat, je respecte ce qu'il fait. Je ne suis pas capable déjà de mettre au pilori, de condamner de la façon la plus extravagante le gouvernement de Djibouti sans savoir quel est le mobile. Cela dit, l'arrestation des militants des droits ne peut jamais être une bonne chose et on ne peut pas la soutenir. Djibouti est un pays qui n'est pas une grande démocratie, convenons-en, mais qui a fait des progrès ces dernières années qui sont absolument remarquables. Et donc, cette arrestation, pour laquelle malheureusement nous ne connaissons pas encore le mobile, donc il nous est difficile de donner un jugement définitif et exécuter un gouvernement alors qu'on ne sait pas pour le moment ce qui se passe. Donc on ne peut que supputer, monsieur le fait parce que c'est dans son ADN de contester de toute façon. Moi, il n'appartient pas dans mon ADN de contester, j'essaye plutôt de comprendre ce qui s'est passé. Cela dit, le respect des droits de l'homme, des droits humains, est une chose absolument importante. Le respect des libertés est une chose importante. Djibouti a fait des progrès absolument considérables. Djibouti a besoin aussi de faire encore des progrès. Cela dit, la Ligue des droits de l'homme, les ligues des droits de l'homme dans nos pays sont souvent une espèce de boîte de résonance des pays occidentaux. Et donc, ce qu'on peut leur reprocher, c'est aussi de ne pas toujours comprendre la situation telle qu'elle est, de ne pas la vivre telle qu'elle est, d'aller au-delà. Cela dit, ça ne peut en aucune manière, ce que je dis là, justifier ni son arrestation, ni une arrestation de quelque nature que ce soit. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Marie Jean-Maurice, cela vous surprend, cette arrestation? Ça me surprend et ça ne me surprend pas parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans les pays africains sont des apprentis démocrates. Ils commencent à avoir des possibilités d'instaurer de la démocratie partout. Et Djibouti a eu des élections en 2016. Et les séquelles de cette période d'élection sont encore présentes. Donc, ce qui fait que ça poussait, par exemple, s'il y a un mobile donné, pousser l'autorité à avoir une consultation avec ces messieurs. Je pense que ça pourrait être que ça. Ouais. Je pense qu'effectivement les droits de l'homme sont universels et que la liberté, comme l'a dit mon voisin, c'est qu'ils ne doivent pas quand même faire l'objet effectivement d'intimidation à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme, à l'encontre notamment de ceux qui font cette promotion. M. Ewadou aujourd'hui paie le lourd tribut, le frais effectivement de son engagement pour le respect universel des droits de l'homme. Donc du coup, le soutien que nous devons lui apporter ne peut être qu'un soutien naturel. Et c'est ce qui a été effectivement, qui devait être, comme l'a dit tout à l'heure, légitime. Mais
Aujourd'hui, vous savez, on a affaire en Afrique à des régimes qui sont souvent réfractaires, des régimes qui sont souvent liberticides, et que quand un doigt accusateur les pointe, pose problème. Et je pense qu'effectivement, ce n'est pas une question des Occidentaux, mais c'est une question aussi du continent africain. Il faut que nous soignions l'image de notre continent, et il va effectivement de l'intérêt général de nos populations africaines. Oui, j'ai mal voulu intervenir. Non, il faudrait qu'on soit l'universalité des droits de l'homme. Oui, pourquoi pas, ça dépend de quel droit. D'abord, je n'aime pas le mot droit de l'homme, c'est les droits humains. Et donc, il faudrait les globaliser et leur donner un caractère plus important. Deuxièmement, parler de caractère liberticide de tous les pays africains n'a aucun sens. Cette Afrique-là n'est plus une réalité. Les droits avancent sur le continent africain, les droits humains sont de plus en plus respectés sur le continent africain. Je ne suis pas en train de dire que la situation est absolument parfaite et je suis loin de le penser. Encore une fois, je conteste l'arrestation de ce monsieur pour peu que je comprenne quelle année de mobile. Être militant des droits humains ne vous donne pas un passeport universel de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous le voulez. Non, vous avez aussi, vous respectez les droits, les lois du pays dans lequel vous vous trouvez. Même si le pays, encore une fois, je l'ai dit, pour Djibouti, n'est pas une grande démocratie unanimement reconnue, ça va de soi. Mais nous devons, encore une fois, faire des efforts, évidemment, côté gouvernement, de mieux respecter les droits, mais aussi côté militant, comme mon voisin aime bien le faire, arrêter de penser que parce que nous sommes militants, tous les droits sont permis et qu'on ne peut pas être arrêté, ça n'a pas de sens. Makaïla N'Guebla, ce n'est pas la première fois que Omar Ayew Ado est arrêté. En 2016, il avait déjà été condamné à 3 mois de prison ferme à l'époque pour diffamation publique, pour avoir publié une liste provisoire des victimes des affrontements civils et forces de l'ordre. Comment expliquer qu'il y a une telle tension autour de la Ligue des droits humains à Djibouti? Écoutez, vous savez, le régime djiboutien, par nature, depuis un certain temps, nous évolue dans un contexte de répression généralisée à l'encontre des défenseurs des droits. Donc, vous savez, la Ligue djiboutienne des droits de l'homme travaille dans des conditions très difficiles. Souvent, M. Ewado, que ce soit M. Zakaria ou bien d'autres personnes, moi je travaille avec les Djiboutiens depuis, avec les segments de la société civile djiboutienne depuis un certain temps. Donc je connais un peu le contexte politique djiboutien qui est un contexte très difficile où même l'opposition démocratique évolue difficilement, à plus forte raison les gens de la société civile. Donc M. Ewado en est effectivement la cible permanente du pouvoir en place et ça nous interpelle parce que nous on pense qu'aujourd'hui le fait qu'il soit arrêté, mais Jamal disait qu'on ne connaissait pas les mobiles. Les mobiles est simple, c'est que dans des régimes où les gens sont réfractaires, dès qu'en fait une voix dénonciatrice s'élève, comme celle de M. Ewado, vous êtes automatiquement la cible du pouvoir en place. Donc on n'est pas surpris de ces arrestations arbitraires. Alors, pour l'instant, on ne connaît pas le motif exact. Hein. Oui, j'ai mal. Non, je vais encore une fois ne pas être d'accord avec mon voisin parce que on peut difficilement dire, puisqu'ils l'ont arrêté, ils ont forcément tort. Ça, c'est un point qui me pose un problème. C'est une ineptie intellectuelle de penser que puisqu'on a arrêté quelqu'un, forcément, on a tort de le faire. Puisque ce monsieur a un passé ou un présent de militant qui, au demeurant, est absolument respectable et que je respecte. La deuxième chose, et qu'on a le droit et qu'on a même l'obligation de reconnaître, Djibouti, je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas une grande démocratie. C'est un pays qui respire et qui respire de plus en plus. Et vous avez raison, monsieur, de dire qu'il a organisé en 2016 des élections qui ne sont pas d'une grande transparence, d'une grande démocratie, mais qui donnent une vraie soupape de respiration à ce pays. Et donc, les avancées qu'on a connues, j'aurais bien aimé que mon voisin et les autres soient plutôt à les reconnaître et à encourager le gouvernement de Djibouti à aller à l'avant vers plus de libéralisation de la vie politique du pays et plus de reconnaissance des droits et notamment des libertés. Je pense qu'on a plutôt besoin de ça que de dire vous l'avez arrêté puisque vous n'êtes pas un bon régime, vous avez forcément tort, alors qu'en fait, on ne sait pas pourquoi. Attendons un peu, c'est toujours bien pour le dialogue politique sur le continent africain et on a tous à y gagner. Mais Marie-Jean Maurice, quel regard portez-vous sur l'état des libertés et des droits à Djibouti? Djibouti est je ne dirais pas un petit pays, mais c'est comme tous les pays africains. C'est un des pays qui est membre de l'Union africaine. Donc c'est un pays également où il y a des bases des puissances occidentaux qui sont installées à Djibouti. Djibouti a également la frontière avec la Somalie, où en ce moment, il y a encore toujours des guérillas. Djibouti a connu sûrement beaucoup de difficultés pendant un moment. Aujourd'hui, si ces pays commencent à se restructurer, il serait souhaitable que des actions concrètes qui sont faites puissent être valorisées plutôt que de pouvoir les abaisser et surtout chercher à pouvoir anéantir toute action positive qui se fait dans le pays.
Maïkaïla Ngebla, la Ligue des droits humains, elle a les moyens aujourd'hui de défendre son président? Écoutez, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue du des droits de l'homme vient de faire produire ce matin un communiqué de presse que j'ai eu en copie. Nous, je pense qu'effectivement, elle n'a pas de moyens parce qu'elle évolue dans un contexte très difficile, fermé. Le régime djiboutien est l'un des régimes les plus forts, vous l'avez dit, tout le monde ici l'a dit. Il bénéficie d'un soutien stratégique sur la Corne de l'Afrique qui lui permet effectivement à M. Omar Guelleh de faire ce qu'il veut. Et donc, l'indifférence internationale aide à ce que ces pouvoirs répriment la population et nous ne pouvons pas partager. Nous, vous dites, M. Talbi, tout à l'heure, vous dites qu'il fallait œuvrer dans le sens d'un dialogue inclusif, mais les dialogues inclusifs devaient venir du pouvoir même. Le pouvoir reste quand même réfractaire aux sirènes de population. Donc moi, je suis d'accord avec vous. Donc vous avez une approche d'analyste, tout à fait d'accord, mais moi, j'ai une approche vraiment des militants, journalistes, indépendants et politiques. Donc je pense que nous devons vraiment converger. L'analyse aussi est indépendante. Je suis d'accord avec vous. Et quand vous dites que la communauté internationale reste indifférente à ce qui se passe, c'est-à-dire, vous militez pour quoi? Pour une intervention? Écoutez, l'intervention, c'est que nous devons demander à la communauté internationale effectivement de jouer pleinement son rôle dans le soutien notamment aux acteurs, aux différents acteurs djiboutiens, que ce soit les acteurs de l'opposition démocratique ou bien les uns de la société civile. Or, la communauté internationale, dans sa composante générale, notamment la France, les États-Unis, la Chine, etc., soutiennent effectivement un régime qui reste jusqu'à-là contesté à Djibouti. Donc ça m'interpelle. Le peuple de Djibouti dans tout ça. Ce que j'aurais aimé, moi, cher monsieur, c'est qu'on fasse un peu plus confiance au peuple de Djibouti, on se dise que ce monsieur, encore une fois, dont je respecte le combat, il faut qu'on soit clair là-dessus, et je pense probablement qu'il est une victime dans ce qui vient de se produire. Mais n'oublions pas le peuple de Djibouti, n'oublions pas l'obligation qu'on a de respecter le peuple de Djibouti, qui lui est capable de choisir, ne pas choisir, contester, ne pas contester. Il peut soutenir ce monsieur, soutenir M. Guelleh. Et donc, la difficulté qu'on a au-delà du cas de Djibouti, c'est que nous oublions très souvent, et nos militants, monsieur en est probablement là, oublient à chaque fois de faire confiance à la population de son pays et sont toujours à chercher un secours et une aide chez des organisations lointaines parce qu'elles ont souvent très peu de cas et très peu de respect parce qu'ils considèrent qu'il y a du mépris pour la population elle-même et c'est ça qui m'embête. Nous, on pense que la communauté internationale est garante effectivement des valeurs universelles. De rien du tout, elle est garante de ses intérêts, cher monsieur. Donc là, c'est un autre contexte. Là, il fallait vraiment interpeller la communauté internationale. Mais la communauté internationale n'existe pas. Ça, c'est des histoires, ça. La communauté internationale, ce que vous appelez la communauté internationale, c'est une somme d'États qui a des intérêts particuliers. Et donc, vous pouvez difficilement ignorer le peuple de Djibouti et vous fier à ce point à des États fut-il respectables, mais qui ont des intérêts d'abord. Et donc, si vous passez votre temps à demander aux pays qui ont une base militaire à Djibouti, ils vont évidemment chercher l'intérêt de Djibouti. Moi, ce que je vous demande, cher monsieur, à vous et à tous ceux qui sont comme vous, de respecter et de croire d'abord à la volonté du peuple de Djibouti. La volonté a été exprimée. D'accepter ou de ne pas accepter. La volonté du peuple djiboutien a été exprimée lors de l'élection de 2016, mais seulement c'est une volonté qui a été volée par le pouvoir en place. Donc, du coup, la communauté, le peuple djiboutien estime que la communauté internationale a un droit de regard. Vous nous, le on a souvent dit supposez. les droits de regard de la communauté internationale devaient agir. Mais pourquoi elle agit de manière sectorielle, M. Jamal? Donc, je pense qu'il fallait tenir compte également de l'aspiration populaire. Fanny, vous me permettez de dire un mot à ce monsieur, mais arrêtez encore une fois de chercher toujours des solutions de ce que vous appelez, alors de façon absolument brillante, mais je ne partage pas, la communauté internationale. C'est la somme de quelques États qui ont des intérêts. En revanche, ce que je prie, encore une fois, que vous me croyez sincèrement, c'est que nous avons l'obligation de penser que le peuple de Djibouti, sa volonté, si elle est kidnappé, confisqué, est capable de contester comme les Burkinabés l'ont fait. Mais dans la répression, elle était dans la rue. Mais la répression ne peut jamais entraver la volonté d'un peuple qui veut se libérer. Jamais. Les Tunisiens se sont libérés, mais regardez le contexte, la communauté internationale les avait délaissés. Donc c'est pourquoi nous on pense que nous appelons à chaque fois qu'il y a une occasion. C'est plaisant, nous la solution, elle est où si vous êtes si peu respectueux de la volonté des populations? Oui, démarrer, Jean-Maurice Ouli, intervenir. Oui, je voulais tout simplement dire que la volonté du peuple est souveraine. Si on permet aux Djiboutiens de pouvoir s'exprimer, ils l'ont déjà fait et ils peuvent encore le faire s'il s'avère que ce monsieur a été d'une façon arbitraire arrêté. Ils peuvent réagir d'une façon dynamique. Mais ils sont sortis en 2013, ils étaient sortis en 2016. Ils continuent à sortir régulièrement dans la rue de Djibouti, mais la répression est si forte que la population, l'USN, qui était la plus grande coalition d'opposition politique à Djibouti, a été décapitée. Monsieur Jamal, soyons quand même objectifs dans ce qui est en train de se passer à Djibouti. J'essaye d'être objectif.
ou en tout cas au moins de bonne foi. Et je pense encore une fois que la répression existe. Je pense encore une fois que le peuple de Djibouti a probablement aussi vécu la répression. Je ne suis pas là en train de soutenir le régime de Omar Guelleh que je ne connais pas. Ce que je n'aime pas, c'est un dogme. Ce que je n'aime pas, c'est une position de principe qui ne peut pas changer. On a dit ça du peuple du Congo, le Congo démocratique, la RDC. Regardez ce que ce pays a vécu comme progrès remarquable depuis octobre dernier. Regardez les reculades successives. Pourquoi? Parce que la volonté des Congolais est absolument réelle et décidée. Et quand la volonté populaire y est, croyez-moi, vous pouvez amener des armes, vous pouvez amener ce que vous voulez, elle n'y changera rien. Merci. Nous allons marquer une courte pause d'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.